l'habitude à dire, on ne veut pas savoir ce que tu fais ailleurs, on veut juste, à partir de tes notes de ta L3 de droit, est-ce qu'on te prend en première année d'économie ou on te met directement en deuxième année d'économie? Si tu reprends bien ce que j'ai dit dans le deuxième cas de mon exposé sur les 5 cas, tu verras que le deuxième cas, c'est exactement ce que tu dis. Seulement, je n'ai pas parlé de l'université. J'ai seulement dit un jeune qui a déjà fait des formations par-ci ou par-là, ou qui est en cours de formation, peut remplir le dossier et la commission d'équivalence étudie son cas et regarde s'il a déjà fait 3 ans ailleurs, on peut le dispenser, c'est pas moi qui décide, hein, c'est une commission d'équivalence. La commission d'équivalence peut dire, bon, regarde, peut-être qu'on peut lui donner la première année et l'autre deuxième année d'économie, même s'il fait du droit. Et on verra bien. Ça sera à lui de travailler. J'ai répondu à ta question. Très c'est bon. Aujourd'hui, j'explique bien. Alors, il faut dire aussi, et professeur Célimène, si l'étudiant, par exemple, il y a des gens qui ont été à l'université, mais qui, à un certain moment, avaient fermé leur dossier en deuxième année, troisième année, etc. Si la personne veut ouvrir son dossier à l'IS, il n'y a aucun problème pour que la personne puisse ouvrir son dossier à l'IS. La personne va simplement adresser un dossier comme l'exige l'IS, et puis l'IS va prendre en compte son cas. Bon, si c'est un étudiant qui est dans une autre université, bon, qui se sent un peu bousculé et qui veut venir à l'IS, on ne va pas lui dire qu'on ne vous reçoit pas, parce que c'est le choix de l'étudiant qui veut venir à l'IS. Comme a dit tout à l'heure le professeur Célimène, nous, on va étudier le dossier de l'étudiant qui nous soumet ses notes et qui nous soumet son attestation, etc., et qu'il a réussi en deuxième année, qu'il veut rentrer en troisième année chez nous, eh bien, nos portes sont ouvertes. D'accord? C'est le deuxième cas. Oui. Il y a d'autres questions? Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, Andrea, c'est à toi de remercier le professeur Célimène. Alors, c'était dit qu'il devait remercier le professeur Célimène, et comme il est venu, donc je lui passe le micro pour remercier le professeur Célimène. Alors, docteur Célimène, on vous remercie et pour votre présence et surtout pour cette magistrale présentation que vous avez faite tout à l'heure. Et surtout, merci beaucoup. Alors, merci à tous. Et puis, comme vous avez compris, je vous invite à en parler à vos camarades. Et ici, il y a des bulletins que vous pouvez prendre et parlez-en à vos camarades. Voilà les cas, les questions à poser à vos camarades. Tu as quel diplôme? Tu n'as pas de diplôme? Tu es dans quel cas? Remplir le dossier d'équivalence, etc., etc. Si vous avez compris les 5 cas, quel que soit votre camarade, vous lui apporterez une réponse. Merci beaucoup. Vous applaudissez pour nous le professeur Célimène. Merci. Et on passe rapidement à la prochaine conférence. Les conférences s'enchaînent. On passe rapidement à la prochaine conférence. Et c'est le docteur Christophe Providence, président du conseil d'administration de l'IUS, qui va intervenir. Et très rapidement, le docteur Christophe Providence, il sera présenté par notre étudiante de L1, de première année de licence en FLSH, faculté de lettres et des sciences humaines. Elle s'appelle Manika Henry. Manika va présenter pour vous le professeur Christophe Providence. Bonjour, l'étudiante en première année de droit, Laurie. Vous avez déjà parlé du docteur Christophe Providence. Je vais juste ajouter quelques. Donc, comme Laurie vous l'a
l'avais déjà dit, il est président de l'IES, Institut des sciences universitaires en Haïti, mais il est impliqué également dans d'autres centres d'enseignement en Martinique. Ces travaux s'inscrivent globalement dans une réflexion sur les acteurs et les spécificités territoriales. Il cherche à comprendre les variations spatiales des changements en identifiant ce qui relève d'impulsions internes ou d'influences externes. Sous vos applaudissements, le docteur Christophe Providence. Alors, merci pour la présentation. Je commencerai par féliciter et remercier tous les étudiants qui sont au cœur de cette planification. C'est grâce à votre présence, grâce à votre travail, on est là et aujourd'hui, on assiste à une véritable réflexion sur l'université de manière générale, en Haïti en particulier, et bien entendu, vous arrivez maintenant à maîtriser le modèle de l'IUS. Alors là, je veux surtout faire une petite causerie et sur pratiquement l'enseignement supérieur haïtien, très rapidement, pour dire trois choses, 3 points. En 3 points, on va faire cette causerie et j'espère que vous aurez beaucoup de questions après. Donc, on est toujours sur ce thème, l'université gardienne des valeurs républicaines. D'abord, on verra l'université qui, si on veut, face à ces démons, l'université face à ces démons, l'université en Haïti face à ces démons, d'accord? Université face à ces démons, on va surtout regarder très rapidement comment l'université s'est progressivement développée en Haïti. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on va très rapidement, puisque je l'avais évoqué tantôt, l'université qui, au regard des textes de loi, surtout les décrets du 30 juin. Très rapidement, encore une fois, on va essayer d'en débattre. Et troisième élément qu'on va présenter, c'est l'université, toujours est-il, dans, si on veut, la nécessité de développer des partenariats locaux, partenariats entre les universités elles-mêmes et bien entendu partenariats avec les autres acteurs de la société, pour toujours, est-il, pouvoir et en tout cas contribuer non seulement à la réflexion sur la société, mais également au développement de cette société. D'accord? Alors, je reprends université par rapport à ces démons, les vieux démons de l'université. Donc, c'est d'un point de vue historique, on va voir comment ça se structure. L'université, la volonté de l'État pour mettre de l'ordre à travers les décrets du 30 juin 2020. D'accord? Et bien entendu, l'université qui doit s'appuyer sur un large partenariat et en vue de jouer son rôle pleinement, très, très rapidement. Et j'espère que vous allez, et je ne vais pas être trop clair, j'espère, en tout cas, pour que, pas comme Fred, pour que au moins vous puissiez réagir. Bon, alors, l'université face à ces vieux démons. Bon, tout part de... on pouvait remonter plus loin, mais très rapidement, disons, avec la dictature des Duvalier, on avait assisté à la création d'un certain nombre de facultés publiques. Et puis, un peu avant, Duvalier même, et pour certaines facultés, et à un moment donné,
Duvalier pour avoir un contrôle sur ce qui se passe, un contrôle globalement sur le pays, sur tout ce qui se trame dans le pays, et par la même occasion contrôler la pensée des gens, allait surtout donner naissance à ce qu'on appelle l'Université d'État d'Haïti. L'Université d'État d'Haïti, avait pour mission même, c'est comme si on était dans un monopole. Monopole, ça veut dire que c'est l'Université d'État d'Haïti qui était seule maîtresse de l'enseignement supérieur. Et donc, même pour que les autres établissements puissent exister, privés, même privés, il a fallu à ce moment-là avoir l'accord, l'aval de l'Université d'État d'Haïti. En 1987, j'espère que tout le monde doit se rappeler de cette date, 29 mars 1987, on a vu naître la constitution du pays, la constitution de 1987. Cette constitution qui a voulu faire la différence complète, nette et simple avec la dictature, et par la même occasion, la constitution va prôner ce qu'on appelle le pluralisme au niveau de l'enseignement supérieur. Autrement dit, il n'est plus question d'avoir l'avis ou l'aval de l'UEH, d'accord? Et dans la Constitution de 1987, on reconnaît à la fois les universités publiques, dont l'UEH, et principalement, et les universités privées. Et donc, c'est au ministère de l'Éducation nationale, principalement à la direction de l'enseignement supérieur et de la recherche, qu'on appelle DERS, et c'est cette direction qui doit s'occuper et qui doit organiser pratiquement les règles du jeu. Donc, on a compris que puisque l'IEH s'est constitué à partir de facultés, les facultés ont gardé vraiment une puissance et malheureusement, aujourd'hui, on a toujours cette tendance, globalement, même dans les universités privées, où on dirait que même quand on est dans un même établissement, chacun fait ses affaires. Chacun a son agenda, etc., etc. Ce qui ne permet pas véritablement à l'université haïtienne de se positionner et de résoudre un certain nombre de problèmes. Donc, voilà pourquoi ce premier point, il faut bien comprendre qu'on est passé d'un contrôle, d'une mainmise sur l'université, et l'UEH était pratiquement la référence, à une ouverture qui respecte un peu plus les règles internationales, c'est-à-dire une université ne peut pas être patronne d'une autre université. Au contraire, les universités sont en compétition. Et donc, on a reconnu les universités privées au même titre que l'UEH. Et voilà. Donc, maintenant, puisqu'il y a pas mal d'anomalies, comme quoi des sous-qualifications, etc., etc., et donc, le législateur, en 2020, a décidé de proposer 3 décrets, donc c'est notre deuxième point, les 3 décrets sur la modernisation de l'enseignement supérieur et en Haïti. Le premier va se porter sur la nécessité de réformer, que les universités, les établissements puissent se mettre à jour, donc selon des règles strictes. Deuxième décret va se porter sur la création de la NERS, l'Agence nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, d'accord, ANERS, qui doit à ce moment-là donner des accréditations. Et bien entendu, troisième décret permettrait aux étudiants de faire des stages, d'intégrer le monde des entreprises, d'aller faire un peu d'expérience, donc de permettre à ce que l'université puisse se rapprocher du tissu économique local. Donc, problème maintenant à ce niveau, c'est parce que le constat, c'est que
la plupart des universités ne sont pas aux normes, y compris l'UEH. Hein? Donc, ça demande à ce qu'il y ait un effort pour que chaque université puisse respecter les règles du jeu, les nouvelles règles du jeu. Je donne deux exemples, pour vous expliquer, toujours selon ces décrets. Eh bien, l'université doit tout faire, tout mettre en œuvre pour renforcer la qualification des enseignants. Donc, quelqu'un qui a que la licence ne peut plus prétendre enseigner à l'université. Et donc, l'université doit faire en sorte que ces gens-là puissent partir tranquillement et au moins faire en sorte de recruter de nouvelles compétences. Maintenant, ceux-là qui ont que le master doivent s'inscrire dans cette logique-là de faire une thèse si ils veulent garder leur job à l'université. Quand je dis l'université, la NERS ne prend pas en compte seulement les universités publiques, mais prend en compte également les universités privées. Donc, dans une université privée ou dans une université publique, eh bien, il faut que les gens puissent s'intéresser davantage à une carrière, à un niveau de diplôme, supérieur. Et donc, on encourage les uns et les autres à se mettre à jour. Donc, voilà pourquoi les décrets ont fait le buzz en Haïti. Et donc, il y a des gens qui auraient bien aimé que ça, en tout cas, que ces décrets-là ne soient jamais appliqués. Pourquoi? Parce que l'université qui doit jouer son rôle doit d'abord se structurer. Malheureusement, on constate qu'il y a très peu, il y a des universités qui sont à la pointe quand même et qui sont très proches de se mettre en règle. Si on prend l'UEH, Kiskeya, Notre-Dame, juste pour citer que cela, et que ces universités-là, on voit bien qu'il y a un effort à faire, mais ce n'est pas perdu d'avance. Mais il y a d'autres établissements, vraiment, on voit mal comment ils pourront se rattraper parce qu'il y a une bonne partie de leurs enseignants qui n'ont que la licence. Donc voilà, l'IUS, et je sais que vous êtes curieux, l'IUS, d'entre le jeu, respecte les décrets. C'est ça aussi qu'il faut souligner. Parce qu'à l'IUS, personne ne peut enseigner en master s'il ne détient pas un doctorat. Personne ne viendra encadrer nos doctorants si ce n'est pas quelqu'un qui a une habilitation à diriger des recherches. Et personne n'interviendra en licence si la personne n'a pas un master et bien entendu être dans le processus de, en tout cas, être inscrit pour véritablement décrocher son diplôme de doctorat. Donc, ça veut dire que déjà, si on regarde bien, il y a un effort certain. Et moi, c'est pourquoi j'aimerais bien voir et respecter ces décrets-là, parce que ces décrets nous permettront tranquillement de jouer le jeu. Maintenant, le grand problème, c'est notre troisième point, le grand problème qu'on a en Haïti, parce que c'est ce qui nous a motivés pour créer l'Institut universitaire des sciences. Je rappelle que l'IUS est né à partir d'un dialogue entre enseignants-chercheurs haïtiens et enseignants-chercheurs étrangers. Donc, à l'IUS, nous avons vraiment, en tout cas, nous n'avons pas un problème pour mobiliser les compétences. Nous avons des enseignants-chercheurs qui sont de Laval, de Sorbonne, de Paris 8, voilà. Donc, on est de Colombie, etc., etc. Donc, ceci dit, au niveau du partenariat, l'IUS est déjà en contact, est membre de l'université du troisième âge. C'est un réseau d'universités qui existe dans les 5 continents. Les 5 continents. Avec vraiment les universités très renommées, Toulouse, on a vu Colombie, on a vu vraiment
Haïti, c'est grâce à l'IUS qu'Haïti maintenant fait partie de ce grand réseau. Donc ça, c'est un premier partenaire. Un deuxième partenaire au niveau international, c'est l'USAIRDOM. L'USAIRDOM, c'est on va dire une confédération des entreprises françaises alors, il y a dans tous les secteurs, dans tous les domaines, et donc qui travaillent pas que dans l'Hexagone, mais dans les DOM également. Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-Martin, etc., etc. Et donc, nous avons un partenariat et donc nos étudiants sont à même de partir en stage. Et bémol quand même, parce que quand on va faire les formalités de visa, c'est vrai que l'IUS donne tout ce qu'il faut pour aller demander le visa, mais si l'étudiant n'est pas, en tout cas, solvable, son dossier n'est pas crédible, par exemple, si un étudiant n'a pas assez de moyens, certainement, l'ambassade ne va pas lui donner le visa. Donc, voilà. Donc, l'IUS est habilité à accompagner ses étudiants dans ces procédures-là, sauf qu'il reste, en tout cas, à la charge de l'étudiant de prouver à l'ambassade de France qu'il est à même de vivre, de passer 1 mois, de passer 2 mois, de passer 3 mois à l'étranger. Donc, vraiment, ça dépend de l'étudiant. Maintenant, le constat qu'on avait fait, au départ, je parlais pour le 3e point de constat, c'est que les universités en Haïti sont le plus souvent ouvertes à collaborer avec d'autres établissements supérieurs à l'étranger. Tout le monde parle avec fierté, ouais, je collabore avec Harvard, je collabore avec Paris 8, etc., etc. Par contre, on a constaté qu'il y a très peu de rapprochement. Donc, les universités haïtiennes ne s'entendent pas forcément. Et pourtant, on est sur un marché où la demande est énorme, explose. On n'a même pas la capacité de permettre à chaque jeune qui aurait son baccalauréat d'intégrer l'université. Donc, voilà pourquoi le partenariat au niveau local, c'est un dispositif important pour nous. Donc, dans ce sens, on a déjà travaillé pour avoir quelques partenaires. Je vais simplement prendre en compte Jacques Mel, parce que ce soit avec l'UPSEJ, que ce soit, on a rencontré d'autres structures organisées, notamment des associations de journalistes, parce que dans notre vision des choses, l'université doit être utile à la communauté, doit accompagner sa communauté. Et donc, on est en train de voir et on continue à travailler pour vraiment développer des partenariats et faire en sorte que quelques établissements, que ce soit dans le supérieur ou dans le primaire ou je ne sais pas, peu importe, des associations, on est là pour travailler avec nos partenaires, histoire de leur permettre de progresser. On n'est pas des businessmen. À l'IUS, nous sommes des académiques, des gens qui ont dédié leur vie à l'enseignement, à la recherche. Donc, voilà pourquoi pour nous, développer des partenariats, au niveau local, c'est un élément fondamental. C'est vrai, il faut le reconnaître, malheureusement, en Haïti, les gens ont plus confiance, ont plus tendance à accueillir des partenaires étrangers, à aller vers des partenaires étrangers, même quand ce n'est pas forcément, en tout cas, avec des garanties, puisqu'il y a des structures qui proposent n'importe quoi, malheureusement, et qui gardent nos institutions dans on va dire, l'assistanat, cette mentalité-là pour dépendre toujours de l'extérieur. Donc, voilà, si vous voulez, les propos que je voulais tenir et pour attirer votre attention d'abord sur comment l'université s'est constituée en Haïti. Donc, il y a vraiment beaucoup de lacunes, des choses à combler. Donc, une prise de conscience de l'État pour corriger les anomalies à travers les décrets du 30 juin 2020 et bien entendu, la nécessité d'aller vers un partenariat entre les établissements d'enseignement supérieur d'abord et même avec les autres associations, les entreprises du secteur privé
et public. Et donc, voilà pourquoi l'IUS se positionne et travaille d'arrache-pied pour véritablement développer son réseau. Donc, voilà. Donc, merci de m'avoir écouté. J'espère vraiment que vous avez des questions. Hein, et voilà, pour qu'on puisse développer davantage. Merci beaucoup. Monsieur Zidon, merci. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, le micro est fermé, j'entends rien. Hein. Il faut, voilà. Remercie le professeur pour l'intervention. Vous avez des questions? Bonsoir à tous. Merci pour les confidences. Et c'est déjà existant. Alors, existe-t-il vraiment, ma question, existe-t-il vraiment des universités avant 1986, puisqu'on a monopolisé la liberté d'expression, la façon de parler, on n'a pas le droit de s'exprimer librement. Est-ce qu'il y a vraiment des universités, puisque l'université c'est un lieu de débat et de discussion? Merci beaucoup. Alors, on prend une série de questions. Sinon, je réponds, hein, il n'y a pas de souci. Alors, je salue M. Christophe. Oui. Je salue l'assistance. Alors, je suis Edouard Eddy, je suis un journaliste de formation. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a une adaptation entre la philosophie et l'application de l'université dans la société haïtienne? Adaptation entre philosophie. Entre la philosophie et l'application de l'université dans la société haïtienne. D'accord. Bon, alors, je vais répondre à cette série de questions pour ne pas oublier. Après, on pourra prendre d'autres questions. Alors, d'abord, est-ce qu'on peut parler d'université avant 86? Oui, puisque effectivement, l'UEH a existé bien avant. Donc oui, on peut parler d'université, mais il faut bien comprendre, et avec le collègue, il a clairement démontré ce matin que c'est toujours dans tous les pays du monde, hein, et le pouvoir public a toujours cette volonté-là de faire la même mise sur l'université, de contrôler la pensée. Pourquoi? Ben, c'est parce que là où on va former les jeunes, donc il faut au moins contrôler parce qu'il y a un risque. Donc oui, l'université a bien existé bien avant 86, même si à partir de 86, on a parlé de cette chance, cette volonté, hein, de normaliser, hein, l'enseignement supérieur. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas confier à une université le soin de valider les connaissances, hein, qui sont véhiculées ou qui sont partagées dans une autre université. Ce n'est pas possible. Donc, si vous voulez, il faut créer l'émulation dans le sens que telle dynamique à tel endroit va encourager les autres universités à se mettre au pas, à se structurer. Donc, c'est la compétition qui permet à l'université de se développer. Donc, oui, avant 86, oui, on peut parler d'université, même si on assiste, et c'est vrai aussi, on peut analyser ça d'une autre manière. À partir de 86, avec cette notion de liberté, etc., on assiste également à la création d'universités, même par des commerciaux, hein, des gens qui n'ont rien à voir avec l'université et qui arrivent à créer, à faire du business. Hein. Ça également, 86, c'est également, 87, pardon, c'est également un problème, ok? Mais si on comprend bien, malheureusement, les règles du jeu
ne sont pas définies. Les règles du jeu n'étaient pas définies. On n'a pas pu, vraiment, l'État n'a pas su jouer son rôle. Maintenant, avec les décrets de 2020, il y a cette volonté de l'État maintenant de jouer son rôle, mais on voit bien qu'il y a parallèlement des gens qui sont déjà très puissants. Par exemple, la personne veut signer dans un diplôme de doctorat et pourtant la personne n'a même pas son doctorat, son diplôme de doctorat. C'est un non-sens. Donc, dans ces décrets-là, c'est pourquoi aussi on n'en veut pas. Alors, je parle quand je dis on n'en veut pas. Donc, la plupart, l'US est déjà en règle. Ça, je vous donne la garantie déjà. On est déjà en règle. Et par contre, il y a des gens qui souhaitent éliminer ces décrets. Pourquoi? Parce que ça les oblige à mettre en ordre et aux normes. Et donc, c'est ce qui fait peur. Donc, alors, deuxième question, est-ce que l'université, à travers toute la philosophie, arrive à être, excusez-moi, je donne un accès, arrive vraiment à délivrer la marchandise, c'est-à-dire l'application passer de ce schéma théorique à une application pour être utile à la société. Bon, malheureusement, en Haïti, et c'est avec beaucoup de tristesse, moi, très rapidement, pour vous faire comprendre, j'ai, depuis, même avant ma thèse, j'avais commencé depuis 2013, donc on a bossé dans plusieurs établissements, même un peu avant, mais je ne vais pas remonter plus loin, et puisque j'étais également moniteur à l'UEH, même vers 2009, j'étais moniteur, 2009-2010, d'accord? Mais moi, je préfère commencer à parler à partir de 2013. Et donc j'ai connu l'UEH, j'enseigne toujours à l'UEH, je n'arrive pas pour l'instant à abandonner les étudiants, je ne peux pas, voilà, c'est moi, quoi, donc c'est ma façon de voir les choses. J'ai enseigné à l'université Quisqueya, Notre-Dame, un peu partout, et le constat est le même, malheureusement. Quand on parle de philosophie, au niveau, on aurait pu croire que, bon, ben, à l'université, on voit bien la volonté d'accompagner les jeunes, la volonté de permettre aux jeunes de progresser très rapidement, la volonté de bien former les jeunes. Malheureusement, je n'avais pas vu ça. Il y avait plus de la maltraitance. Et donc, malheureusement, on ne peut pas dire que dans les circonstances actuelles, que toutes les universités haïtiennes essaient de donner vraiment et d'appliquer vraiment une bonne philosophie pour aider les jeunes à progresser. Heureusement, il y a quand même un changement, un vent de changement. On voit bien avec l'US, on voit bien avec d'autres jeunes qui commencent en tout cas, à vouloir faire les choses différemment. Donc, voilà, donc ça deviendra de plus en plus difficile pour les forceurs de s'installer, mais je reconnais que la plupart du temps, la société haïtienne, pour l'instant, aime bien les forceurs. Un forceur, c'est quelqu'un qui peut prétendre à tout et sans jamais rien. D'accord? Malheureusement, on est à ce stade-là. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si ce n'est pas trop clair, je peux reprendre. Il y a une question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas d'autres questions? Eh bien, je demanderai à Léa de remercier pour nous. Alors, je demanderai au professeur Providence de conclure d'abord, et Léa va nous remercier. Voilà. Alors, en guise de conclusion, on voit bien que l'université doit véritablement jouer un rôle stratégique. Sinon, on ne peut pas espérer, on ne pourra pas espérer
le développement du pays. On ne pourra pas. Hein? Et c'est pourquoi moi, personnellement, j'encourage la collaboration. Hein? Collaboration avec tout, je ne sais pas moi, tous les établissements d'enseignement supérieur. Il faut qu'on arrive à créer la masse. Donc, je vous encourage également à bien réfléchir, hein, ceux-là qui ont un choix à faire, hein, avant de se lancer. Il faut aller vers aimer la collecte d'informations. Il faut trouver les informations, hein, avant de dire oui, il y a telle université, etc. Non, il faut vous informer, hein, le plus que possible et ça va éclairer vos choix. Hein. Donc, je vous invite à aller voir ce qui se passe ailleurs, à venir voir ce qui se passe chez nous. Et si jamais vous trouvez que, bon, ben là, c'est clair, là, il y a moyen d'envisager sereinement votre avenir professionnel, eh ben, ce sera avec plaisir de vous, on va se faire un plaisir de vous accueillir chez nous. Donc voilà. Donc il faut réfléchir parce que l'université doit jouer son rôle si on doit espérer un développement du territoire haïtien. Alors, merci au docteur Mounilas pour son intervention. Merci à l'assistance et l'intervention haïtienne et qui Merci à Cléa, professeur et Providence.